jusqu'à Bambina. Dans nos sillages impossibles trépas, jusque dans les pays d'en haut. Portage et mille écueils sous nos canaux, aux côtés de mon mari et au péril de nos vies. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, j'irai. Première affaire, la traite. Mesdames et messieurs, j'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Avant de débuter la cérémonie, je demanderai à tout le monde de bien vouloir se lever et observer une minute de silence en appui aux événements, ou surtout aux personnes qui ont subi les événements tragiques à Paris hier. Donc, mesdames et messieurs, au nom du comité mémorial Louis Riel, Marianne Gabory à Maskinongé, je vous remercie de vous être déplacés en aussi grand nombre pour assister à un événement historique, celui du dévoilement d'un mémorial dédié, dis-je, à des personnages illustres de notre histoire, Louis Riel, que tout le monde connaît, et Marianne Gabory, qui est un peu moins connue. Ce mémorial traduit aujourd'hui notre devoir de mémoire et de reconnaissance envers des personnes qui ont écrit l'histoire dans la naissance et l'évolution du peuple métis français de l'Ouest canadien et dans la défense des droits de ceux-ci. Ce geste historique que nous posons aujourd'hui veut encourager et renforcer ce lien de fraternité impérissable entre nos sœurs et nos frères du peuple métis français de l'Ouest et le peuple du Québec. Les membres du comité ont ainsi voulu rendre hommage au père du Manitoba, dont nous commémorons cette année le 130e anniversaire de sa pendaison, et à sa grand-mère, Marianne Gabory, première femme blanche à se rendre dans les prairies canadiennes. Avant de poursuivre, permettez-moi de souligner la présence de personnalités à cet événement si important. Maintenant, je vous demanderai, mesdames et messieurs, de retenir l'enthousiasme de vos applaudissements pour la fin des présentations, parce qu'il y a pas mal de monde ici. Alors, je vous les présente. Alors, l'ancien premier ministre du Québec, membre honoraire du comité du mémorial, M. Bernard Landry, le maire de Maskinongé, M. Roger Michaud, la députée de Maskinongé du Nouveau Parti démocratique, Mme Ruth-Hélène Brosseau, de l'artiste des bustes en bronze, M. Jules Lassalle, le président sortant du Mouvement national des Québécois et des Québécoises, l'historien M. Gilles Laporte, la nouvelle présidente par intérim du MNQ, Mme Martine Desjardins, l'ancien chef amérindien, M. Jean Jolicoeur, l'auteur, compositeur et interprète de chansons patriotiques et historiques, M. Alexandre Béliard, le directeur de la revue Action nationale, M. Robert Laplante, du fils de Mme Liliane Coutu-Maisonneuve, descendante directe de Marianne Gabory, M. Marc Maisonneuve et sa conjointe, Mme Monique Royer, les membres de la famille Gabory, la famille Riel et la famille Clément, l'animateur de télévision et radio, bien connu, M. Gilles Proulx, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste Mauricie, M. Roger Kemp, la représentante de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Mme France Langlais, la directrice générale de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, Mme Gisèle Denoncourt, Maître Pierre Pétrin, représentant la Fondation Saint-Denis, Mme Chantal Trottier, ancienne présidente du MNQ, M. Robert Lalonde, préfet de la MRC Maskinongé, M. Pierre Graveline, président de la Fondation Lionel Gros, et finalement, moi-même, Vincent Bilodeau. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au président du comité mémorial Louis Riel, Marianne Gabory, M. Benoît Roy, à vous adresser la parole. Merci, M. Bilodeau. Chers amis, M. Landry, M. le préfet, M. Robert Lalonde, M. le maire, M. Michaud, Mme Brosseau, députée NPD de Maskinongé,
distingués invités, c'est un grand honneur ce midi que nous avons d'être ensemble, d'être réunis pour un projet très particulier, celui de rendre hommage à deux grands personnages que vous connaissez, surtout les gens de Maskinongé. Marianne Gabory, qui est originaire et qui a été élevée ici, ainsi que son petit-fils, Louis Riel, dont nous commémorerons le 130e anniversaire de sa pendaison. Je ne voudrais pas passer sous silence aussi la présence de Mme Chantal Gabory, qui a été une commanditaire à notre projet. Mme Gabory, un gros merci. Ce projet-là n'aurait pu se faire sans une équipe. Et je vais vous les présenter, si vous le permettez. Ce ne sera pas tellement long. Tout d'abord, on va commencer par quelqu'un que tout le monde connaît, M. Bernard Landry, qui était membre honoraire, sans qui ce projet-là n'aurait pas eu le résultat escompté. Son appui, ses conseils nous ont beaucoup aidés. Merci, M. Landry. Je vais poursuivre la présentation des membres du comité avec Mme Claudette Carpentier. Mme Claudette Carpentier, c'est la seule femme du comité. Elle était bien entourée, c'était juste des hommes qu'elle avait là. Mme Carpentier a joué un rôle fondamental. C'était elle qui s'occupait du registrariat, de l'enregistrement des sommes, du secrétariat. Elle l'a aussi beaucoup aidé par ses conseils. C'est une femme d'expérience, c'est une femme qui a milité et beaucoup travaillé dans d'autres projets que nous avons réalisés par le passé. Alors, Mme Carpentier, un gros merci. Ensuite, je suis allé chercher d'autres pionniers pour nous aider dans ce projet-là. C'est quelqu'un qui connaît bien le monde de la levée de fonds, parce qu'il a à son actif plusieurs grandes réalisations. Il s'agit de M. Gérard Héroux. M. Héroux, on se connaît depuis très longtemps, et c'est une autre personne que je pense qu'une équipe comme la nôtre ne pouvait pas faire l'économie. Il fallait aller le chercher. Nous avons réussi à le convaincre. Et c'est tout à notre honneur, et c'est un peu grâce à lui aussi si nous avons réussi. Merci, M. Héroux. Gérard. Un autre membre du comité, M. Gilles Laporte. M. Laporte, il est connu, évidemment, pour ses multiples interventions que nous avons vues publiques. C'est le président sortant du Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Et c'est aussi un historien. Et c'est à ce titre-là, surtout, que nous l'avons approché pour faire partie de l'équipe. Il nous a été très utile, puisque c'était aussi notre porte-parole. C'est lui qui s'est occupé de rencontrer et de travailler avec les journalistes quand il y avait des demandes d'entrevue, chose qui s'est acquitté d'une tâche. Il s'est acquitté de sa tâche de façon extraordinaire. Monsieur Laporte, merci. Nous avons aussi d'autres personnes que nous avons été chercher pour composer ce comité-là. Tout d'abord, M. Jean Jolicoeur. M. Jolicoeur est un ancien chef autochtone et c'est grâce à ses conseils que nous avons pu tendre des mains et surtout des relations. On a tissé des relations avec le monde des Métis et des Autochtones. Et c'est à ce titre-là que nous l'avons approché pour faire partie. Grâce à lui, nous avons fait quand même un beau travail. Merci, M. Jolicoeur. Nous avons aussi un autre candidat, un autre membre du comité, dont son nom est Onil Perrier. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure, Onil. C'est un citoyen de Saint-Denis, éminemment impliqué, il est là à l'arrière, éminemment impliqué dans le monde de l'histoire. C'est un passionné d'histoire, un passionné du Québec, et c'est à ce titre-là que nous l'avons approché. Il faisait partie aussi d'un autre projet antérieur, le projet du mémorial Louis-Joseph Papineau à Saint-Denis-sur-Richelieu. Merci de votre présence, M. Perrier. Je me suis réservé le dernier membre du conseil à vous présenter, parce que c'est à cause de lui si nous sommes là. C'est de sa faute. Il m'a dit à un moment donné, il y a 6 mois, « Benoît, connais-tu Marianne Gabory? »
Je ne connaissais pas, malheureusement. J'ai dû avouer mon ignorance. Et il m'a expliqué qui elle était. Et j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui méritait qu'on la connaisse et qui méritait quelque chose. On ne savait pas quoi encore, mais ça germait. Cette personne-là, c'est un ami personnel. C'est quelqu'un qui est très engagé. C'est un passionné du Québec, un passionné d'histoire. Je vous présente Laurent Desbois. Merci, Laurent. Je dois remercier aussi au premier chef, M. le maire et tous les membres de son conseil. Grâce à son appui et à leur appui, nous pouvons dire mission accomplie. Nous pouvons dire que nous avons trouvé un endroit où reposeront les bustes de Louis Riel et de Marianne Gaboury. À toute votre équipe, et ainsi qu'à Mme France Gervais, je sais qu'elle est absente aujourd'hui, elle est à Québec. Vous lui transmettrez nos salutations. Et un gros merci à vous tous. Merci. Je ne pourrais pas non plus faire l'économie de remercier tous les gens parmi vous qui sont des donateurs, des gens qui ont contribué, qui sont présents et qui ont hâte de voir ces bustes-là. Je vous dis un gros merci au nom du Conseil. Et pour ceux qui n'ont pas encore contribué, moi, je vous dis juste que si vous allez sur le site Internet, on est rendu à 48 200. Il reste un petit bout, un petit effort à faire pour se rendre à 50 000, parce que l'objectif de la levée de fonds, c'était 50 000. On est presque arrivé à terme. Mais ça ne nous empêche pas quand même de faire ce que nous faisons aujourd'hui, le dévoilement des bustes de Louis Riel et de Marianne Gaboury. Un gros merci à vous tous et toutes qui êtes présents. Maintenant, en terminant, j'aimerais ça inviter et savoir, en premier lieu, s'il y a parmi vous des descendants des familles Riel et Gaboury. Est-ce qu'il y en a? Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? OK, bravo. Alors, à vous tous et toutes qui êtes présents, je vous dis un sincère merci d'être présents, d'avoir contribué à ce projet, qui est un projet citoyen. C'est un projet qui a pu être réalisé grâce à vous, grâce à des dons corporatifs aussi, il faut le bien dire. D'ailleurs, M. Pilado était présent tout à l'heure. Il y a eu des députés du Parti québécois, des députés du Parti libéral également qui ont contribué. Il y a eu Marc Plante, M. Plante, le député de Maskinongé. Il y a eu aussi Mme Hélène David, qui, à titre personnel, a contribué au projet. Mme David est la ministre de la Culture. Alors, à toutes ces personnes, même si elles sont absentes, nous les en remercions. Alors, je vous souhaite un bon après-midi et je vous cède la parole, M. Bilodeau. Merci. Merci beaucoup, M. Roy. J'inviterai maintenant quelqu'un que vous avez déjà commencé à remercier et sans qui, en effet, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Et parce qu'il nous accueille, il accueille les bustes dans sa municipalité. Alors, je vous demanderai, M. Roger Michaud, maire de Maskinongé, de bien vouloir prendre la parole. Monsieur Landry, Monsieur Roy, Monsieur Kemp, Monsieur Desbois, je crois, et Monsieur Jolicoeur, qui était ici à la conférence de presse et qu'on a poussé le dossier beaucoup. Tous les invités, tous les descendants et tous les donateurs au projet. Il me fait plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Je ne passais pas ce silence non plus la présence de Mme Brosseau, du parti NPD au niveau du fédéral, mais qui est représentant de la députée de Maskinongé, et M. Robert Lalonde, qui est préfet de la MSC de Maskinongé et aussi maire de Saint-Léon-le-Grand. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour Maskinongé. Spéciale pour les descendants de Mme Marianne Gaboury et de Louis Riel, mais spéciale pour tous les gens de Maskinongé. Car avec ce projet,
Je crois que Masquinongé va être reconnu à travers la province de Québec et même au-delà des frontières de la province de Québec. Fait que, si vous avez lu un peu mon discours, on ne peut pas refaire le passé. Mais par contre, on peut s'en rappeler, s'en souvenir. Et je pense que c'est une belle façon de se souvenir de notre passé. Là-dessus, je veux souhaiter une belle journée. Amusez-vous bien et surtout, soyez prudents. Merci. Merci, M. Michaud. Notre prochain invité est un sociologue. Il est directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine et directeur de la revue de l'Action nationale, un passionné du Québec. Mesdames et messieurs, M. Robert Laplante. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honoré d'être ici et de pouvoir partager avec vous une séance de mémoire collective qui, comme toutes les entreprises de ce genre, sont essentielles à la vitalité d'un peuple. Nous sommes ici dans un lieu d'exception, un lieu de commencement. C'est un privilège qui n'est pas donné à tous les peuples que de pouvoir fouler le sol même où la mémoire peut rejoindre les orivines. Ici, à Masquinongé, dans le jeune pays de Neuve-France, une femme s'est lancée dans son destin, portée par une indicible soif de liberté et d'aventure. Celui qu'elle avait choisi pour compagnon de vie, Jean-Baptiste Lagimodière, ne pouvait avoir de prénom plus symbolique. Jean-Baptiste, la figure biblique du précurseur, celui qui vient avant. Ce coureur des bois, l'homme des pays d'en haut, n'incarnait-il pas la figure même de ces découvreurs, comme il y en a eu tant, et à qui nous devons l'Amérique française et tout ce que le continent peut avoir donné de rêves fous et d'ambitions démesurées? Il devait bien se douter un peu, le Jean-Baptiste, que sa Marianne était tout aussi capable que lui d'ouvrir des voies, de dompter des portages, de vaincre les rapides et de défier l'horizon. Marianne Gaboury aura été la première à partager l'aventure et les misères des voyageurs. La première de son peuple à fouler les plaines, à trimer avec son homme et, bien souvent seule, à entreprendre ce qu'il fallait pour faire pays. Marianne Gaboury a donné 10 enfants à l'Amérique française, contribué à faire naître des villages, à faire sonner dans l'immensité les accents de la langue de ses pères et mères. Ce sont deux grandes figures que le mémorial célèbre, celle d'une femme et de sa descendance, certes, mais aussi et surtout celle de la grande intention qui, de bien plus loin qu'elle, a porté son aventure. Son petit-fils, Louis Riel, le grand héros métis, n'aurait-il pas représenté ce qu'il y avait de plus généreux, de plus noble et de la plus haute ambition de civilisation dans le projet de Champlain? Car c'est bien de lui qu'il s'agit, dès lors qu'on cherche le sens profond de la quête de ces deux êtres d'exception. Nos fils épouseront vos filles, nous formerons ensemble une seule et même nation, avait proposé Champlain aux Amérindiens en fondant Québec. Il faut le redire, les figures que nous célébrons aujourd'hui témoignent d'une originalité absolue. La rencontre des deux mondes, celui de l'Amérique indigène et de l'Europe en expansion, a été placée sous le signe d'un humanisme qui n'avait pas d'équivalent nulle part ailleurs dans les colonies du Nouveau Monde. C'est un héritage dont nous devons porter tous les fruits avec dignité et fierté. L'esprit de Champlain a profondément marqué les attitudes et les valeurs du peuple du Saint-Laurent. Des valeurs de respect et d'ouverture qui ont permis des rapprochements et des échanges qui témoignaient, et, souhaitons-le, continueront de témoigner d'une convivialité unique dans l'histoire du Nouveau Monde. L'aventure de Marianne Gaboury, qui s'est prolongée dans celle de Louis Riel, c'est celle d'une synthèse inédite
qui a donné naissance à la nation métisse, au peuple des Bois brûlés. Retracer la vie de l'aventurière de Maskinongé, c'est refaire un des parcours qui ont non seulement donné des villages, mais encore et surtout permis de faire émerger une intention créatrice, un projet de civilisation. Le peuple du Saint-Laurent et les Indiens des Plaines non seulement se respectaient, ils avaient une attirance et des sympathies mutuelles qui avaient commencé à donner au Manitoba d'abord, au reste des Plaines ensuite, un ferment de société qui aurait pu faire naître véritablement une civilisation nouvelle. Louis Riel a consacré sa vie à tenter de réunir les conditions d'émergence et de succès de sa nation. Les forces historiques et les intérêts mortifères qui ont fini par triompher l'auront, lui, conduit au gibet et son peuple aux marges d'une société qui leur a refusé le droit de vivre dans leur appartenance. Refoulés dans le non-dit, dans le pays même que leurs rêves les plus ambitieux avaient fait entrevoir, le peuple métis n'aura trouvé que misère, injustice et persécution dans le destin que le Canada lui a d'abord façonné. La nation des Bois brûlés aurait pu donner un tout autre visage à l'Amérique et au monde. Le Dominion naissant n'en a pas voulu. Et du coup, c'est la diversité humaine qui s'en est appauvrie. Pour ce peuple niais, la tragédie a heureusement cessé d'être silencieuse. Il faut se réjouir de voir les descendants de Marianne Gaboury et de Louis Riel redresser l'échine et entreprendre d'imaginer un autre cours de l'histoire à faire là-bas. À la Rivière-Rouge, comme ici à Maskinongé, résonnent encore les possibles de ce qui aurait pu advenir. Le mémorial en donne un écho qu'on doit espérer puissant et régénérateur. Les deux figures que nous célébrons ne seront jamais honorées mieux que par le talent que nous mettrons à tirer les enseignements de ce que ces personnages plus grands que nature ont vécu. Des enseignements qui nous permettront d'inventer l'avenir, à notre tour maintenant d'avoir l'audace des commencements. Merci. Merci, M. Laplante. Notre prochain invité est un historien, spécialiste du 19e siècle québécois. Auteur de plusieurs ouvrages d'histoire traitant de l'insurrection et des patriotes de 1837, il est aussi président sortant du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, membre du comité du mémorial et son porte-parole. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir M. Gilles Laporte. Merci, M. Guilbeault. M. Landry, M. le maire, Mme Brosseau. Ça fait beaucoup d'hommes, hein, à tour de rôle. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai annoncé que j'allais quitter le Mouvement national des Québécois au début de la semaine. Mais en déposant ma démission, j'ai exigé une chose. C'est que mon tout dernier geste, à titre de président de cette grande organisation, soit pour être avec vous aujourd'hui, puis commémorer ces deux grands pionniers de l'histoire québécoise. Ça, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, je voulais souligner, est-ce que Martine vient là, finalement? Ah, elle est là, Martine. Donc, parce que je trouve ça d'autant plus émouvant de le faire devant ma prédécesseur, Mme Chantal Trottier, qui a été présidente pendant 10 ans, et ma successeur, Mme Martine Desjardins. Alors, je n'aurais été qu'une parenthèse masculine, ce qui rééquilibre les forces ce matin. Bien sûr que j'ai complètement jeté mes notes suite aux événements d'hier. Et sans chercher à faire des parallèles boiteux, convenons qu'on n'est pas en face d'événements du même ordre. Au moment de se recueillir à propos d'événements qui se sont déroulés il y a environ un siècle et demi, personne ne s'attendait à être replongé 1000 ans en arrière. Le spectacle de la barbarie, de la tuerie sauvage, du choc des civilisations, des guerres de religion, c'était toutes des choses que Marianne Gaboury pensait être réglées lorsqu'elle a pris le chemin de l'Ouest en 1806. Petite concierge, si on veut, gouvernante dans un presbytère à Maskinongé,
À 26 ans, elle est catapultée dans l'histoire lorsqu'elle devient une pionnière de l'Ouest, où elle va aller porter la voix de la liberté, de la culture et de la civilisation française à des milliers de kilomètres d'ici. Non, décidément, l'histoire fait de drôles de retours. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut la commémorer pour que plus jamais elle ne se répète ainsi. Lorsqu'on juste, que faisons-nous ici? Je disais souvent à la blague aux gens de Masquinongé, préparez-vous à devoir l'expliquer. Préparez-vous à devoir dire aux gens et aux visiteurs qui vont vouloir se recueillir au pied de ce mémorial, pourquoi? Pourquoi ici? En ce sens-là, le mémorial, à mon humble avis, revêt 3 dimensions. Et la première, peut-être la plus importante, c'est d'abord pour rappeler à quel point la Mauricie, ce que j'appelle plus précisément la Mauricie laurentienne, celle qui va en gros de Berthier à Trois-Rivières, a joué un rôle absolument unique et remarquable dans la fondation de la Franco-Amérique. 30 secondes d'histoire pour rappeler l'originalité de la région où on se trouve. Rappelez-vous le 17e siècle, celui que vous avez appris dans vos livres d'école, pris dans l'étau iroquois. Rappelez-vous de l'art des Ormeaux, l'héroïsme de Maisonneuve et tout le reste. À ce moment-là, plus précisément entre 1620 1640 et jusqu'en 1690, la Nouvelle-France est assiégée. La route du Richelieu est bloquée. Il n'y a plus d'accès au lac Champlain. Le fleuve Saint-Laurent est bloqué. L'Huronie a été détruite. Il n'y a désormais plus qu'une seule voie qui mène à l'intérieur du continent nord-américain. Celle-là, les Atikamekw et les Algonquins l'avaient montrée aux gens de Trois-Rivières, de Masquinongé, de Louisville. Elle passe par un lacet de rivières, en remontant le Saint-Maurice jusqu'à la Matawan, en passant par la Manoine. On a là tout un vieux réseau de routes algonquines et amérindiennes qui pouvaient mener les gens de la Mauricie laurentienne jusqu'aux Ottawa, jusqu'à la Gatineau, de là le pays des Cris, de là le pays des Ojibwés. Qu'on se le rappelle, pendant presque un siècle, la Mauricie a été le poumon de la Nouvelle-France et c'est ainsi qu'on va retrouver dans votre région une pléiade de pionniers absolument remarquables. On pense spontanément à des gens comme Jean Nicolette, comme Radisson, comme Desgroseilliers, tous d'abord issus de la Mauricie. C'est d'ici qu'ils sont partis au moment d'entreprendre leurs équipées dans l'Ouest, au moment de marier des femmes pieds noirs, Ojibwés, Cris. Au moment où on parle souvent de régions qui ont un caractère distinctif, on parle par exemple de la région de Saint-Jacques qui est si chère au cœur de M. Landry, comme le foyer des Acadiens au Québec, où on parle des Laurentides comme rappelant une grande page de la colonisation du Québec au 19e siècle. Il serait grand temps qu'on parle mieux de la Mauricie laurentienne comme le foyer d'où sont issus la plupart des hommes qui vont fonder plus tard, avec les femmes indiennes, le grand peuple métis. Il y a des jalons qui existent déjà. D'aucuns ici connaissent la grande tradition des ceintures fléchées à Berthier, pas loin d'ici. On sait aussi que le grand-père de Louis Riel vient de l'île du Pas, à quelques encablures de l'endroit où d'ailleurs Bernard Landry est né, le leader parlementaire de l'opposition officielle. On sait aussi qu'à Trois-Rivières, il y a une grande tradition des canotiers, qu'à Pointe-du-Lac, à chaque année, se tient le Festival des voyageurs. Tout ça mérite d'être mieux consolidé, d'être mieux connu. Il n'y a pas de doute que le mémorial Louis Riel, Marianne Gaboury, Lagimodière, en un jet de pierre du chemin du roi, là où des milliers de Québécois vagabondent à chaque été à la recherche de traces de leur histoire, vont pouvoir voir un nouveau jalon qui rappelle cette tradition des pionniers de la Mauricie laurentienne. Voilà une première chose que vous devriez dire à ceux qui vont venir de Saskatchewan, de l'Alberta, du Montana et du Minnesota et qui vont se demander, mais pourquoi ici, pourquoi là? Ce n'est peut-être pas un accident. Si Marianne Gaboury, née à quelques kilomètres d'ici, est partie d'ici, parce que c'est ici qu'elle avait entendu parler de ces veillées, où elle a participé au récit des voyageurs, qui le rappelaient, qui revenaient à Trois-Rivières, qui revenaient à Masquinongé, parlant inlassablement des magnifiques exploits qu'ils accomplissaient dans l'Ouest. Deuxième sens que revêt le monument ici, selon moi, c'est bien clairement de rappeler, et elles sont fondamentales, les racines québécoises de la Franco-Amérique. Il y a, monsieur, dame, un plafond de verre à défoncer, celui qui sépare depuis trop longtemps les francophones du Québec de ceux du reste de l'Amérique, et en particulier des provinces anglophones de l'Ouest.
C'est quoi ça? Il faut y mettre fin. Benoît soulignait mon rôle comme porte-parole. Le nombre de reprises où j'ai dû rectifier, clarifier. Le Québec est le plus grand allié de la francophonie canadienne et certainement le champion de la francophonie américaine. Il est temps que nous les réalisions, il est temps que nous assumions ce rôle. Rappelons-le, les fondateurs de l'Ouest francophone venaient du Québec. C'est du Québec qu'est partie la famille maternelle de Louis Riel. C'est du Québec qu'est partie sa famille paternelle. Lorsque Louis Riel a voulu passer au-delà du stade de l'éducation élémentaire, c'est au Québec qu'il est venu chercher les rudiments de l'éducation. C'est ici qu'il a appris à lire et à écrire véritablement et à devenir le leader de son peuple. Lorsque sa tête a été ignominieusement mise à prix, poursuivie à travers les États-Unis, l'Ouest canadien, où s'est-il réfugié? Chez ses amis québécois. Il est revenu au Québec, sachant qu'il pouvait compter sur des alliés sûrs. De la même manière, lorsque grand Gabriel Dumont va être persécuté, poursuivi dans l'Ouest, c'est au Québec qu'il va trouver les meilleurs alliés. Rappelons-le, et d'abord poursuivons cette longue tradition qui lie indissociablement le rôle du peuple québécois dans la diffusion et la meilleure reconnaissance du fait francophone à travers toute l'Amérique du Nord. Troisième sens qui ne doit pas être oublié, c'est d'abord, je crois, assumer la dimension tragique. Et ce n'est pas anodin que ce n'est pas à l'occasion d'une naissance, d'un mariage ou d'un baptême qu'on est réunis, mais bel et bien à l'occasion d'une pendaison. On a pu lire récemment un ministre québécois souligner dans un jovialisme jubilatoire la francophonie canadienne et le rôle que le Québec pouvait y jouer. On a pu même entendre une nouvelle ministre du patrimoine célébrer et se porter à la défense de la langue francophone. Un nouveau premier ministre à Ottawa nous fait miroiter des retours à un bilinguisme intégral. Je ne veux pas être cynique, mais je veux simplement rappeler qu'il y a d'abord une dimension tragique à restaurer. La dimension tragique, c'est d'abord qu'on parle d'un peuple qui a été victime d'un ethnocide pendant près d'un siècle, d'une langue qui a été persécutée avec des moyens particulièrement vicieux, de toutes sortes de manières, en interdisant l'enseignement du français, de toutes sortes de manières, en marginalisant nos descendants dans l'Ouest. La dimension tragique, c'est qu'on parle d'une rivière rouge, de Louis Riel, de Marianne Gaboury, à 65% francophones quand ils fondent la province du Manitoba, réduite aujourd'hui, selon Statistique Canada, à 4,3 de locuteurs du français à la maison. Y a-t-il de quoi fêter? Certainement pas de baisser les bras, mais d'assumer certainement le caractère tragique, brutal et certainement contestable de l'opération qui a été menée depuis un siècle. Non, je ne veux pas transformer cette Assemblée en une grande colère collective, pas du tout. Et c'est là qu'on est lié au drame de Paris tout à coup, par la bande. Parce que si les deux drames sont d'un ordre fort différent, ils se rejoignent à tout le moins au niveau de la réponse à appliquer. Certainement, d'un premier temps, c'est d'abord ce qu'on fait ici, reconnaissance, recueillement et dépit. D'abord et avant tout, sympathie. Nos cœurs volent vers Paris. Si nous sommes aujourd'hui tous Parisiens, nous sommes aussi par le fait même tous un peu métis. Métis réunis dans notre amour de la liberté, de l'égalité et en ce sens-là de la civilisation. Et après le recueillement, il y a un temps aussi pour l'indignation. Et cette indignation, pour ne pas demeurer stérile, elle doit mener à l'action. L'action pondérée, mesurée, adéquate, en s'appuyant sur les faits et en opposant une réponse précise, méticuleuse. Je suis désolé, mais en ce jour de novembre 2015, au moment de faire résonner les échos, de lancer cet appel à la francophonie canadienne, de lui rendre hommage, de dire « le Québec se souvient et il vous rend hommage, frères et sœurs de l'Ouest », comme Québécois, je vois d'abord que mon devoir est local. Mon action doit être là où je me trouve. Et je dois travailler au niveau de ma nation. Et je suis désolé. Mais au moment de voir le meilleur moyen de secourir l'Amérique francophone, de m'assurer que ça ne soit pas uniformément un grand chant anglo-saxon, mon cœur me dit: travaille d'abord à assurer un État français fort en Amérique. Travaille d'abord à ce qu'il y ait un lieu où le français est une langue officielle reconnue, internationalement reconnue. Là, tu pourras travailler à mieux secourir le français et à t'assurer de la diversité culturelle en Amérique. Merci.
Merci beaucoup, M. Laporte. La prochaine personne à s'avancer sur la scène connaît bien le dossier des Métis et des Autochtones du Québec et du Canada. C'est un ancien chef lui-même, un membre du comité du mémorial, M. Jean Jolicoeur. Approchez-vous, s'il vous plaît, et prenez la parole. Monsieur Landry, Monsieur le maire, c'est difficile de faire une présentation après de celle que vous venez d'entendre. Et surtout, je dois vous dire que M. Benoît me dit, Jean, est-ce que tu aimerais dire un mot? Je suis un peu comme l'annonce. Vous savez, celle qui dit en un mot et il en dit trois. Et après ça, il me dit, un mot, c'est combien de temps? Évidemment, à mon âge, j'ai mal compris. J'avais compris 55 minutes. Alors, je me suis préparé pour 55 minutes. J'ai 60 et quelques pages à vous faire la lecture. Et je me suis aperçu au programme que j'ai 5 minutes. Mais je vais vous dire des choses importantes et surtout celles que Louis Riel a laissées dans son empreinte en fondant la nation métisse. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que, évidemment, j'ai 50 quelques pages ici d'histoire, et c'est l'avènement historique, judiciaire de ce qu'ont vécu les Amérindiens, les Autochtones. Parce qu'on pense que, parce qu'on est métis, qu'on a des droits. On pense que parce qu'on est un Autochtone, on a des droits. Mais détrompez-vous. Tout ça a dû être gagné. Parce qu'à un moment donné, sous le régime français, ça allait très bien. Parce que, on l'a expliqué tantôt, c'était nos amis, les Français. Finalement, de l'exode des Québécois vers l'ouest, se forme la nation métisse, dont Louis Riel est l'originateur de cette nation. Je dis nation. Elle ne s'appelait pas nation au début, mais le système judiciaire en a fait que c'était une nation. Et croyez-le ou non, à un moment donné, après la formation de la nation métisse, le gouvernement du Canada a dû faire la loi sur les Indiens pour reconnaître que aussi les Amérindiens, et comment on appelait ces gens-là à l'époque? Les sauvages, oui. Et que l'on voulait effectivement détruire. On ne voulait plus, et ce n'est pas uniquement en 1969. 1969, là, dans le dernier siècle, où Jean Chrétien voulait abolir le système des réserves et des Autochtones ici au Canada, à cette période-là, effectivement, aussi, on voulait se défaire de cette race d'inutiles. Et qui a rétabli ce système de vouloir dire que les Amérindiens, ici au Canada, n'étaient pas des adversaires, mais des alliés. Louis Riel, avec les explorateurs, dans le trafic des fourrures, on a réalisé qu'effectivement, ces Amérindiens-là étaient des gens d'affaires, surtout la nation des Hurons. Et on parle du lac, le lac de Toronto, en haut de Toronto, le lac, le nom manque là, du lac, le lac Huron, mais oui, hein? C'est si proche. Et les Hurons faisaient le trafic, effectivement, à partir du Saint-Laurent, en passant jusqu'en haut, et ils étaient effectivement des hommes d'affaires incroyables. Ça n'a pas pris de temps que nos coureurs des bois, qu'on a appelés, se sont mariés aux Amérindiennes et ont formé cette race de métis. Et en
10 ans après l'acte de l'Amérique britannique du Nord, la première constitution canadienne, on s'est vu imposer l'acte des sauvages, la loi des Indiens. Et finalement, ce n'est que récemment, on pourrait vous nommer l'ensemble, parce qu'on pense effectivement que c'est depuis quelques années seulement qu'on essaye de détruire la race, la nation amérindienne. Mais non. 100 ans avant l'arrivée, effectivement, du régime anglais, déjà on parlait, la loi pour mieux protéger les terres indiennes, on définit alors qui est un Indien. 1850. Il fallait définir qui est un Indien. Et il fallait les éliminer. Et ils ont fait partie, effectivement, de ce processus-là qui, au moment de la crise d'Oka, a fait réaliser à beaucoup de gens qu'ils étaient sur le territoire. Et je rencontrais le chef Conrad Sioui de Wendake la semaine passée. Et puis, c'est effectivement la crise d'Oka qui a fait reconnaître que ces gens-là étaient là. Et je me souviens, moi, personnellement, d'avoir été dans un restaurant à Sainte-Thérèse où c'était un Grec qui était là. Il a dit, ouais, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler de ça. Il y a des Indiens ici. Non, moi, je suis parti de la Grèce pour venir ici. Là, j'ai un restaurant. Jamais je croirais, mettons, que ces gens-là ont une importance. Mais oui, ils ont une importance. Et les Amérindiens de la Colombie-Britannique ont cet avantage sur ceux des Québécois d'aller dans le système judiciaire et faire valoir leurs droits. Et c'est effectivement la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a fait la première fois fait valoir les droits des Autochtones. Il a dit non. Wow! Quand on a voulu faire la baie James ici, on a dit, oh, on le fait, là. Mais pas parce qu'on n'aurait pas pu le faire. Mais la Cour suprême du Canada a dit, attendez, là, vous devez nécessairement négocier avec ces gens-là. Par après. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec le rapatriement de la Constitution, en 1982, ça ne s'est pas passé comme tel. Si vous voyez, on pensait que ça se laisse faire tout simplement. La reine venait signer. Elle devenait la reine d'Angleterre à la reine du Canada. Et tout d'un coup, on s'est dit, non, on ne peut pas faire ça. Il y a des Autochtones, là. Oui, puis, elle dit, mon ancêtre a signé la proclamation royale, 1763. Ils ont des droits. Quels droits? Elle dit, écoutez, regardez-le. Vous devez le mettre nécessairement dans la Constitution. Qu'est-ce que dit la proclamation royale sur, ici, le territoire du Québec? Près de 87% du territoire du Québec est, en vertu de la proclamation royale, réservé pour l'usage des sauvages. On n'avait pas compris ça. Évidemment, le système français, le système notarial, disait, bon, bien, j'achète le terrain, on passe chez le notaire et ça y est. Les Amérindiens n'avaient pas cette notion-là. Les Amérindiens, ils allaient à la chasse, à la pêche, et puis ça leur faisait plaisir d'accueillir les colons qui étaient là. Et après ça, le système s'est dit, wow, ça devient conflictuel maintenant. Et de plus en plus, c'est certain là, qu'on ne pourrait pas passer à travers tout le système. Mais croyez-le ou non, de fil en aiguille, on a compris que la nation métisse de Louis Riel devait faire une reconnaissance des Amérindiens. Et aujourd'hui, avec le dernier jugement de cour qui est en Cour suprême actuellement, on est en train de négocier pour dire, et c'est ce que je fais depuis 25-35 ans, de dire, ce n'est pas 4 poteaux de clôture qui fait une réserve, qui donne un titre à ces Amérindiens-là. Et quel que soit l'endroit où ils sont, ils ont les droits. Et ça, en vertu de ce que Louis Riel a fait, on doit lever notre chapeau parce que tous les Amérindiens du Québec vont le bénéficier. Merci.
Si vous me permettez, en finissant, je voulais remercier les Autochtones, des communautés. Est-ce que les Autochtones pourraient se lever ici dans la salle, s'il vous plaît? Il y a des Métis, des Autochtones que je remercie. Je vois des Autochtones de la communauté de Trois-Rivières, communauté de Montréal, de Joliette. Ça, merci énormément.